Une variable ne peut enregistrer qu'une seule information. Si on crée une variable de type int et qu'on lui assigne une valeur, par exemple 1, ben, on peut mettre qu'une seule information. On a vu que avec les arrays, on peut enregistrer plus d'informations. Donc les tableaux en français, hein, on peut enregistrer X informations de différentes manières, etc. Assigner des valeurs dans ce tableau, mettre des espaces, mettre des zéros, etc. Bon, ça, je vous invite à regarder une précédente vidéo que j'ai pu faire sur ma chaîne à ce sujet. Maintenant, la question, c'est que les arrays, en fait, ils présentent un défaut, c'est que, à la manière des variables, ils ne conservent que des informations d'un même type. Donc, comment on fait pour garder des informations de différents types dans un même endroit de manière organisée? Eh bien, c'est grâce aux structures. La déclaration des structures, elle est un petit peu particulière, dans le sens où d'abord on va créer un patron, on va dire un modèle de structure, et ensuite seulement on utilise la structure dans notre programme. Donc pour créer ce patron qu'on va réutiliser, parce que potentiellement cette structure de données, on va l'utiliser plusieurs fois avec différents éléments, etc. Donc c'est pour ça qu'on crée un patron, hein, c'est pour être capable de le réutiliser entre autres. Eh ben, on n'est pas obligé de le mettre dans main. On reviendra sur ce point-là un peu plus tard, mais on va le mettre en dehors de main. Donc comment on fait pour déclarer une structure? On commence par lui dire à la machine qu'on est en train de créer une structure. Donc pour ça, il y a un mot-clé qui est struct. Ensuite, à partir de là, on va donner un nom à notre patron. Un nom qu'on va réutiliser aussi plus tard pour dire que c'est une structure de type, je sais pas, par exemple, je vais l'appeler bâtiment. C'est un bâtiment où à l'intérieur de ce bâtiment, il y a plein de données. À partir de là, bon, bah, on ouvre les brackets comme d'habitude. Et ici, on va lui préciser quelles données il doit avoir, quelles données il doit attendre, on va dire plutôt, dans cette structure-là. Donc par exemple, on va mettre un int. Int, je vais mettre les étages. Je vais mettre un quart. Vous voyez, donc là maintenant, je ne suis pas obligé de mettre qu'un seul type, hein, je peux mettre plein de choses dedans. Je vais mettre un quart, donc je vais juste mettre une lettre pour parler je sais pas, je vais l'appeler lettre hein, d'ailleurs, pour dire que c'est la lettre du bâtiment. Et je pourrais mettre autre chose, imaginons, je mets un float et je mets ça, et je dis que c'est un average de personnes par étage, quelque chose comme ça par exemple. Et du coup, à ne pas oublier, ici dans la déclaration de la structure, le point virgule, donc à chaque fois qu'on a déclaré le int, le char, le float, etc., mais aussi après le dernier bracket de la structure, on met bien aussi un point virgule. Maintenant qu'on a ce patron, on va pouvoir créer une structure. Là, pour le coup, je vais le faire dans main. Donc, je vais créer ma structure. Hop, alors, voilà. Donc, encore une fois, j'utilise le mot-clé struct. Là, je lui dis, parce que potentiellement, j'en ai plusieurs des structures. Là, j'en ai qu'un dans mon programme, mais dans un gros projet de programmation, potentiellement, vous en avez plein de différentes. Donc, du coup, bah, là, je lui précise bien que c'est une structure bâtiment que je veux. Et maintenant, il faut que je donne là, comme à une variable, un nom à cette structure en particulier. Donc je vais l'appeler bat A avec un A majuscule pour dire bâtiment A. Ici, petite distinction, on va bien utiliser le sigle égal pour pouvoir lui assigner des valeurs et c'est seulement là où on va commencer à ouvrir les crochets, les brackets, et on va commencer à mettre des valeurs dedans. Donc du coup, mon programme, il attend en fait un int, un char et un float. Comment je lui précise, comment j'initialise, on va dire, cette structure? Alors, il y a différentes manières de faire, hein. Je vais vous présenter les plus classiques, on va dire. Il y a forcément d'autres manières un petit peu plus complexes, mais déjà, on va parler de la base. En fait, on met le nom de notre structure, donc bat A, on met un point, et ensuite, on lui donne le nom de l'élément qu'on veut. Donc, par exemple, bâtiment étage. Donc, on sait qu'il attend un int. Donc là, je vais lui mettre, je sais pas, on va dire 4. Il y a 4 étages. Et alors, attention, c'est pas un point virgule, c'est une virgule qu'il faut mettre ici. Donc, c'est un peu particulier. Et ensuite, bah, du coup, vous voyez, là aussi une chose importante, j'ai pas eu besoin de lui dire que c'est un int, parce qu'en fait, lui, l'ordinateur, il va voir que c'est une structure de type bâtiment. Du coup, il va aller ici pour regarder ce que c'est qu'une structure de type bâtiment, et il va dire, ah oui, donc en fait, il y a besoin d'un int, j'ai besoin de garder dans la mémoire un espace pour un int,
de garder de l'espace pour un char et de garder de l'espace pour un float. Donc du coup, il va réserver ça avec ce nom-là, bat A, dans sa mémoire. Donc c'est pour ça que j'ai pas besoin de repréciser int, char, float, etc. Là, du coup, ensuite, je lui mets encore une fois bat A point, du coup, lettre. Donc là, c'est juste un seul quart, hein, c'est juste une seule lettre que je veux. Je peux bien entendu, à l'intérieur de structure, mettre des arrêts aussi. Donc mettre des chaînes de caractères, des strings, c'est aussi possible. Là, on va mettre juste une lettre, donc imaginons A, comme le nom de la structure. Et ensuite, eh ben, je vais lui mettre un average, donc cette fois un float, un chiffre à virgule, du coup. Donc bat A.avg égale, bah, je sais pas, imaginons 2.3. Alors attention, je me trompe à chaque fois, je mets un point virgule, il ne faut pas, il faut bien mettre juste une virgule. Ça peut être l'erreur à faire de typo. Et là aussi, je mets un point virgule ici, puisque c'est comme quand je déclare une variable, hein, quand je fais int a égale 1 par exemple, et que j'initialise en même temps que je déclare ma variable, bah, je mets bien un point virgule après. Ok, donc l'autre manière de faire aussi, il faut savoir, vous n'êtes pas obligé de mettre ce bat A. Vous pouvez juste l'effacer et mettre point étage, point lettre, point, etc. C'est juste potentiellement par simplicité, vous pouvez faire comme ça. Une autre manière de faire aussi, on pourrait créer une autre structure, hein, du coup, pour vous montrer une structure de bâtiment. Et cette fois, je l'appelle bat B. Comme ça, je lui donne une autre valeur. Et ici, entre crochets, je vais mettre d'autres valeurs. Donc, je vais mettre, bah, du coup, par exemple, l'étage. Donc, on va dire 5. Je vais mettre une virgule. Je vais mettre un caractère, donc B. Je vais mettre une moyenne de 3.4. Et là, je mets un point virgule. Et là aussi, ça va fonctionner. Et du coup, j'ai deux structures. Une structure BAT A qui est donc une structure bâtiment et une structure BAT B qui est une structure bâtiment elle aussi. Donc c'est pour ça qu'en fait, on fait ce patron-là avant, à l'origine. À partir de là, en fait, on peut récupérer, bien entendu, nos valeurs. C'est ça qui va nous intéresser potentiellement. Comment on récupère nos valeurs? Donc si on fait un printf, puisque ici j'ai la librairie standardio.h, donc standard input output, bah, je peux utiliser, je peux me permettre d'utiliser le printf. Et du coup, à partir de là, bah, imaginons, print déjà. Donc je lui préciser que c'est pour le bâtiment A, parce que sinon il ne saura pas, que je vais vouloir la valeur de l'étage. Ici, je recommence, je fais de nouveau un printf, cette fois pourcentage C pour un caractère, et du coup là, je vais lui sortir bat A toujours, point lettre. Ok, et enfin, on va finir avec le float, donc là, pourcentage F. Je fais toujours backslash n pour faire un saut de ligne parce que ça fait plus joli concrètement. .avg, hop, parfait. Et du coup, là, si je compile mon code, bon, il n'y a pas d'erreur, j'ai pas fait d'erreur. Et je vais pouvoir lancer mon code structure. Et vous voyez, il me ressort bien la valeur 4, la valeur A et la valeur 2,3 avec plein de zéros parce que je ne lui ai pas précisé ici, hein, je n'ai pas fait de 0.2. Je pourrais refaire ici pour afficher juste, vous voyez, que deux décimales après la virgule. Si je remplace ici bat A par bat B avec un B majuscule, hein, j'enregistre, je fais GCC, structure, il me ressort les valeurs du bâtiment B. Ok, maintenant si j'ai envie de changer les valeurs, imaginons on reste sur le bâtiment B, si j'ai envie de changer les valeurs, comment je fais? Bah, c'est de la même manière que sur les variables, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que là par exemple, je vais lui dire bat B, point étage, en fait je me suis trompé, ou alors ils ont rajouté un étage au bâtiment, imaginons, il y avait 5 étages, et bien maintenant il y a 8 étages. Donc si je fais ça, et que ensuite, je vais pas m'embêter, hein, je vais copier-coller, hop, je ressors la valeur, je compile mon code, je le lance, et vous voyez maintenant il m'affiche bien 8 ici, parce que j'ai bien changé la valeur. Alors après, je peux l'utiliser pour faire des calculs, comme des variables classiques, on peut utiliser tout ça. Quelque chose qu'on avait pu voir avec les pointeurs, mais aussi avec les arrêts, c'est la notion d'adresse et de comment
les choses sont conservées. Alors, ça peut prendre de l'importance aussi dans le cas des structures. On va en parler, même si on ne va pas trop le voir en profondeur là dans cette vidéo. Mais en gros, déjà, on va regarder un petit peu les adresses où est enregistré quoi dans notre ordinateur. Pour voir ça, pour rappel, en fait, quand vous faites un printf, vous allez lui préciser pourcentage %P, donc je vais mettre un backslash n, et à partir de là, on peut demander bah, l'adresse soit d'une variable, soit d'un pointeur. Bon, dans le cas d'un pointeur, on n'avait rien à faire. Dans le cas d'une variable, il faut bien lui mettre le sigle éperluette, qui est le nom officiel du et commercial, donc le gros et. Et ça me fait toujours marrer de le dire, donc je m'en prive pas, désolé. Mais du coup, ici, à partir de là, on peut aller voir les adresses de certaines choses. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir bah, en fait l'adresse déjà de notre structure en soi. Où est-ce qu'elle est? Et ensuite, on va regarder l'adresse du premier élément de notre structure, donc de l'élément étage. Alors pour ça, on va regarder sur bâtiment A, hein, donc bat A.étage. Encore une fois, tac. Du coup, je vais compiler et je lance. Et là, ce que vous êtes en train de voir ici, donc sur mon terminal, c'est les adresses en hexadécimal de l'endroit où est conservé la structure BAT-A et le premier élément de la structure BAT-A. Et comme vous pouvez le voir, et ben en fait, effectivement, ils sont au même endroit. Le premier endroit de BAT-A, c'est le premier élément de BAT-A. Ça peut prendre de l'importance pour des choses qu'on verra aussi un petit peu plus tard, mais voilà, c'est toujours bon à savoir. Mais ça veut dire aussi que, concrètement, je vais copier-coller ça. Hop, hop, alors pardon, je vais essayer d'organiser un peu mon code pour rendre ça joli. Là, si je lui demande de regarder lettres, et là, si je lui demande de regarder AVG, voilà, je compile mon code, je lance mon programme. Qu'est-ce qu'on va voir? Alors bon, vous pouvez ignorer la première ligne, c'est la même chose que la deuxième, hein. Ça finit, vous voyez, en AE4. On voit quoi? On voit que globalement, toute cette section est identique, c'est juste le dernier élément qui change. Alors on compte en hexadécimal. Si vous ne connaissez pas, en gros, c'est une autre manière de compter que la base décimale que vous avez apprise à l'école de 0 jusqu'à 9. Là, ça va, après le 9, il y a des lettres. Donc il y a A, B, C, D, etc. Euh, Dans la base hexadécimale, donc, on voit quoi? On voit qu'on est passé de 4, la première adresse, qu'on a gardé 4 du coup d'informations, 4 bits d'informations en plus, pour pouvoir enregistrer la lettre. Et ensuite, la troisième information, elle vient logiquement, elle est ordonnée dans la mémoire de notre ordinateur en troisième élément. Et donc, du coup, bon, bah là, comme on rajoute plus 4, bah, on passe en fait à même plus 3 ou 4. A, B, C, 3. Donc ça va faire plus 4 au total, parce qu'il y a le 9. Donc on passe au C. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est organisé de manière logique. C'est-à-dire que si on est au premier élément, bah, si on ajoute X bytes, eh ben, on va tomber sur le deuxième élément. Ce qui peut poser parfois des problèmes si vous essayez d'optimiser un peu la taille des choses. Là, on ne le voit pas trop dans cet exemple parce qu'il est un peu simple, il n'y a que trois éléments et en plus ils sont mis dans un certain ordre. Mais en gros, potentiellement, il faut savoir que votre machine, et c'est surtout GCC qui va faire ça, euh, il va, quand vous allez mettre plein d'éléments, imaginons si on rajoutait plein de choses ici, de nouveau du long, du double, de l'unsigned int, etc., etc., et ben en fait, potentiellement, il y a une histoire de padding. En gros, il va parfois réserver un genre de buffer de mémoire en plus, alors que c'est pas nécessaire. Et si vous changez l'ordre des éléments, comment ils apparaissent, par exemple mettre peut-être lettre en premier, ensuite vous mettez étage et average, qui sont tous les deux, si vous regardez avec l'opérateur size of, bah, la taille en octets, vous verrez que c'est la même chose, il me semble, un float et un int. Il me semble que c'est 4. Et ben en fait, potentiellement, en changeant cet ordre-là, et ben il va requérir de l'ordinateur moins d'espace de mémoire. Donc c'est des histoires d'optimisation qu'on va pas trop s'intéresser là-dessus, mais c'est à savoir si vous allez utiliser des structures avec bon, plus d'éléments que moi, et surtout si vous vous posez des questions sur l'ordre dans lequel le faire apparaître, bah, potentiellement regardez avec comment sont faites les adresses et les données qui sont conservées dedans. Vous savez qu'un quart normalement c'est un seul octet, et si vous voyez que bah, entre
l'un et l'autre ils réservent plus, ce qu'on peut voir aussi là, vous me direz, bah en fait c'est qu'il n'y a pas un problème, parce que c'est pas un problème, mais disons que c'est pas la manière la plus optimisée que vous pouvez de faire pour gérer la mémoire. Bon, c'est un petit détail que je voulais apporter, même si je vais pas l'explorer plus que ça, parce que je pense pas que ce soit une grosse problématique si c'est la première fois que vous voyez les structures, mais gardez ça dans un coin de la tête parce que un jour potentiellement vous allez avoir des problèmes avec ça. Je vous ai dit au tout début de la vidéo que la structure, le patron de la structure, on n'est pas obligé de le mettre dans main. Et la plupart du temps, si vous regardez des codes sur GitHub, des choses comme ça, enfin des projets qui ont déjà été faits, ou si vous arrivez bah, potentiellement sur un code déjà écrit, en tout cas, quoi qu'il arrive, ben, vous verrez que carrément cette structure-là, le patron de la structure, n'apparaît même pas dans votre fichier source. Parce que normalement, votre programme, il est composé pas, à part les tout petits programmes, hein, bien entendu, il n'est pas composé d'un main simplement avec des fonctions, des choses comme ça. Mais tout ça, c'est plusieurs fichiers en .c qui sont mélangés entre eux et qui vont être compilés ensemble, avec GCC entre autres par exemple. Mais du coup, toutes les fonctions et aussi les structures, on les retrouve dans un fichier qu'on appelle un fichier header. C'est un fichier qui va finir en .h. Donc par exemple, moi ici j'ai un structure.c, et bien je vais créer ici en faisant touch structure.h. Avec cette commande-là, vous créez donc un fichier, hein. Si on fait ls, on voit que maintenant j'ai un fichier PDF, j'ai mon exécutable structure que je vais compiler ici. J'ai mon structure.c, bah, c'est mon code concrètement ici, et mon .h qui est mon header file. Et dans mon header file, alors je vais y aller tout de suite, mon header file, hop, dans mon header file, je vais pouvoir lui mettre, entre autres, ma définition de la structure, ici. Donc je vais l'effacer d'ici, et je vais la mettre là, hop, donc je vais sauvegarder. Et ici, par contre, je vais devoir faire quelque chose en plus, je vais devoir l'inclure, parce que les fichiers header, on connaît les .h. On l'a ici avec stdio.h. Mais ici, c'est un peu particulier parce que stdio, donc Standard Input Output, c'est une librairie qui regroupe plein de fonctions et qui me permet d'utiliser, bah, entre autres, printf, mais qui me permet d'utiliser plein d'autres choses qui est inclus dans cette librairie. Donc comme scanf et d'autres fonctions déjà codées. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de stdio.h, il y a des définitions de fonctions avec les paramètres qu'ils prennent, la gestion de ce qu'ils font, etc., la valeur de return, etc., etc. Bah là, c'est pareil avec mon structure.h. Sauf que là, c'est moi qui l'ai fait, donc c'est pas une librairie pour le coup, c'est juste un fichier header. Donc je vais pas mettre les sigles supérieurs ou inférieurs à, je vais mettre quotes et je vais mettre structure, donc double quotes, hein, d'ailleurs j'ai mis, .h. Et vous allez voir qu'en faisant ça, et du coup, en le compilant, alors attention sur la compilation, donc je mets structure.c, ok, mais je mets aussi structure.h. Et ensuite, là, je fais bah, l'output, je vais l'appeler aussi structure. Bon, bah, c'est peut-être un peu trompeur, mais c'est pas grave. Vous comprenez qu'il y a le fichier source avec mon main, donc qui est dans le point .c. Dans mon point .h, il y a la définition bah, des fonctions et de mes structures. Bon, là, il n'y a pas de fonction, hein, mais si j'avais une fonction, j'aurais pu la mettre là-dedans. Et dans le O, bah, après le tiret O, c'est l'output. Parce que si vous mettez pas d'output, ça va vous créer juste un fichier exécutable a.out, quelque chose comme ça. Mais moi, j'aime bien leur donner des noms, comme ça, moi, je les retrouve plus facilement, potentiellement, dans certaines choses que je fais. Donc, c'est un petit peu plus facile. Donc là, j'appuie sur Entrée, j'ai pas fait d'erreur, mais on voit que carrément, mon fichier, il tourne toujours bien. Vous voyez, mon printf, bah, tout fonctionne très, très, très bien. Maintenant, un autre concept très utilisé avec les structures, qu'on va voir dans le fichier structure.h, c'est l'utilisation de typedef. Typedef, c'est sympa parce que, en gros, typedef, ça vous permet d'éviter d'avoir à faire des choses à rallonge quand vous déclarez une structure dans votre main. Ici, là, vous voyez, je suis obligé de dire struct, lui donner le nom du type de la structure, donc bâtiment, et ensuite donner le nom de la variable. Là, ça va encore, parce que c'est un exemple très simple, et les noms sont relativement courts. Mais potentiellement, sur des projets très gros, et où vous utilisez beaucoup de structures, et parfois qui se ressemblent un petit peu, et vous devez faire juste des petits changements, bah, les noms sont un peu plus à rallonge, et du coup, ça commence à devenir un petit peu embêtant.
Du coup, pour ça, il y a une solution, c'est d'utiliser typedef. Alors en fait, on prend notre structure qu'on a fait, on rajoute juste typedef ici, typedef, que je le tape bien, voilà. Et ici, on va lui mettre, après les brackets, après les crochets, là, euh, on va lui mettre, d'ailleurs c'est pas le nom en français, je viens de m'en rendre compte, mais c'est pas grave, vous comprenez de quoi je parle. Après qu'on ait mis ça, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh ben, on va lui mettre un nom. Alors là, j'avoue que je suis un peu à court d'idées de nom, j'ai pas trop d'inspi, donc je vais l'appeler bat. Ok. Donc je vais sauvegarder ça, et je vais devoir changer mon code ici pour raccourcir ici. Donc je sais qu'en fait BAT-B ou BAT-A, c'est une structure de type BAT, on va dire. Même si la police de la précision me dira c'est pas une structure de type BAT, c'est pas exactement comment il faut le dire, je m'en fous. C'est plus facile à expliquer comme ça. Donc en fait là vous voyez j'ai gagné un petit peu d'espace en disant juste BAT, BAT-A, BAT, BAT-B et puis comme ça je peux répéter l'opération. Là si je sauvegarde, que je recompile donc toujours en incluant bien mon fichier structure.h ici, vous voyez, il faut toujours bien le mettre, sinon ça va pas bien fonctionner. Chose importante à faire parce que on pourrait se dire, mais c'est marrant parce que je le fais pas avec standardio.h. Effectivement, parce que là, c'est un cas différent, parce que c'est une librairie, donc du coup, c'est pas intégré de la même manière. C'est fait par GCC, c'est retrouvé par GCC, parce que ça fait partie de la libc, etc. Alors que là, c'est quelque chose de personnel qu'on a créé en plus, donc on est obligé de bien le mettre là-dedans pour que ça fonctionne. Et donc du coup, là, si j'appuie sur Entrée, bah, ça compile, pas de problème, je n'ai pas fait d'erreur. Et je lançais mon programme structure, et vous voyez, il fonctionne toujours très très bien. Il me ressort toujours les valeurs de BAT A, comme il faut, donc 4A 2,3. Et sauf que j'ai gagné bah, pas mal d'espace et de simplicité dans mon code, voire même de rapidité de lecture si j'arrive sur un code et que bah, j'ai le structure.h ou j'ai un fichier.h, bah, je vais pouvoir analyser tout ça. Maintenant, on va prendre les structures et parler des pointeurs parce qu'il y a quelque chose de très particulier là-dessus. Donc il faut avoir des petites connaissances sur les pointeurs avant de regarder la suite de cette vidéo. Et encore une fois, je vous encourage à regarder potentiellement la vidéo que j'avais faite il y a quelques temps de ça, qui est dans la playlist sur le C sur ma chaîne. Parce que là, ça, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des pointeurs. Du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on va essayer de créer une fonction. On va l'appeler change et on lui passera un argument. On lui passera en fait, du coup, une structure parce qu'on veut changer les valeurs à l'intérieur de une de nos structures, que ce soit BAT-B ou BAT-A, peu importe, on s'en fiche. Et on ne veut pas simplement return une structure, ce qu'on pourrait faire. On pourrait créer une fonction qui en gros commencerait par bat en return. Donc ça voudrait dire qu'elle return la structure pardon, qu'on a créée avec typedef, qu'on a toujours dans notre fichier structure.h. Mais bon là je vais faire un void change. Mais là on va vouloir effectivement juste changer les valeurs et puis bah alors on va vérifier qu'on a bien changé les valeurs en reprintant on va dire tout ça. Hop, donc je vais copier-coller, je vais juste rendre mon code un petit peu plus beau pour que ce soit pas n'importe quoi. Voilà. Alors maintenant la question c'est comment on fait. Donc normalement quand on veut faire ce genre de choses sur un pointeur, bah effectivement on lui précise un étoile pour dire que ça va être un pointeur et le nom de, bah là on peut mettre n'importe quoi, là je vais mettre étoile pointeur. Maintenant la question c'est qu'est-ce que je mets avant, qu'est-ce que je mets dans le type. Alors ici comme j'ai utilisé typedef, je peux simplement écrire bat. Si ça n'avait pas été le cas, si j'avais pas fait de typedef ici, donc si j'avais juste laissé struct, bâtiment, etc., ben justement, je serais obligé d'écrire struct, bâtiment, et puis bah, étoile, de nouveau bâtiment, si j'ai envie de mettre, ou peu importe, hein. Après, ce qui vient après l'étoile, on s'en fiche, ça change pas grand-chose. Et donc, du coup, bah, ça fait effectivement la relation qu'on a l'habitude de voir avec les pointeurs et les variables. Donc, ça veut dire qu'ici, il faut bien lui passer l'adresse de notre structure. Et ça, bah, on sait comment faire, on l'a vu tout à l'heure avec le et commercial, éperluette, je ne me prise pas de le dire, euh, désolé, mais en gros avec le et commercial et bah là bâtiment A, donc bat A on va dire là-dessus. Comme ça on va changer les valeurs qui sont à l'intérieur, donc au lieu de 4A et 2,3, et ben on va changer tout ça.
Maintenant, c'est là où il y a quelque chose de très particulier que vous pouvez retrouver potentiellement si vous lisez plus d'explications plus profondes dessus. Si vous voulez vous lisez pardon, le livre C Programming, fait par entre autres le créateur de C, où il vous explique en fait comment on peut changer ses valeurs. Normalement, on a vu tout à l'heure que si on écrivait quelque chose du style bâtiment, donc normalement bat A, si on voulait changer des choses, on mettait bat A étage égale 5, en gros. Et ça fonctionnait. Sauf que là, ça n'est pas possible parce qu'on lui demande de changer les histoires d'adresse. Alors en gros, là, il y a une nouvelle écriture que vous ne connaissez peut-être pas. Donc là, il faut bien que je mette bâtiment parce que c'est ce qu'il y a dans mon prototype, on va dire dans le base, là, dans mes paramètres. Donc il faut bien que je mette bâtiment, mais je ne vais pas mettre point étage parce que ça ne va pas fonctionner. En fait, je vais utiliser l'arrow, donc la flèche, et lui mettre étage. Et ça va fonctionner. Parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment, alors je vais revenir dessus, mais on ne peut pas vraiment déréférencer comme on a l'habitude de le faire dans une fonction où on utilise un pointeur. Normalement, on met étoile, le nom de la variable tout attaché, et dessus, bah, on change les valeurs. Ça, c'est comme ça qu'on fonctionne pour changer dans une fonction une variable qu'on récupère et après qu'on ressort quelque part d'autre, etc. Là, non, on va utiliser l'arrow. Donc, je vais le faire pour les trois, donc bâtiment, étoile, donc on a quoi après? On a lettre, et je vais lui mettre égal, donc single quote simplement, je vais lui mettre C, du coup, puisque j'ai déjà B dans le bas de B. Voilà, c'est un choix qui vaut ce qu'il vaut, quoi. AVG, je vais le changer pour 4.2. Hop. Donc là, j'ai ma fonction. Donc déjà, là, je peux normalement déjà compiler. Donc on voit bien que ici, hein, sur cette section de base, bah, ça me fait les prints de la valeur de A, qui devrait normalement être modifiée quand on arrive ici. Si j'ai pas fait d'erreur, je crois pas, j'en vois pas d'erreur de frappe ou autre. Ça compile bien, donc potentiellement, c'est que ça marche. Et là, si on regarde, effectivement, on a de nouveau les valeurs de défaut, hein, ici. Donc 4 A 2,3. Et ensuite, on a bien 5, C et 4,2. Donc les valeurs qu'on a ici en dur dans notre fonction. Je vous disais qu'on ne pouvait pas tout à fait déréférencer parce qu'en fait, on ne peut pas écrire comme ça. Bâtiment, étoile, alors, oups, pardon, hop, étoile, bâtiment, point, étage égale 5. Ça, on ne peut pas le faire. C'est pas possible, malheureusement. Mais en fait, c'est un peu faux parce que il y a un moyen de le faire, c'est juste que la manière de l'écrire est un petit peu différente. C'est comme ça. En fait, il faut mettre des parenthèses pour lui faire comprendre qu'en fait on déréférence la chose, qu'on va regarder à l'intérieur de bâtiment et à l'intérieur de notre bâtiment qui est notre bat A, et ben du coup on va aller voir étage. Et là normalement si je compile, vous voyez, pas d'erreur, ça fonctionne bien et je peux relancer mon programme et de la même manière bah, ça a bien changé pour 5 ici. Donc ça veut dire que cette ligne fonctionne. Mais c'est juste que pour diverses raisons, et je vous encourage à lire vraiment, pour le coup, l'explication vraiment plus approfondie et longue du livre C Programming, qui a été écrit, encore une fois écrit par quand même le créateur de C, donc ça vaut le coup un petit peu de le feuilleter de temps à autre. Peut-être pas de tout lire parce que moi-même je ne l'ai pas, j'ai pas lu tout, mais j'ai lu les parties qui m'intéressent. Et en gros, il vous explique que l'arrow vient avant le point, etc., dans la structure de données, comment ils l'ont mis dans la mémoire, etc. Bon, c'est un détail, c'est peut-être pas le plus important à savoir, mais ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut utiliser ça pour pouvoir changer des valeurs à l'intérieur d'une structure. J'espère que cette toute petite vidéo sur les structures vous a aidé un peu mieux à les appréhender si c'est la première fois que vous les voyez. On pourrait encore en parler pendant des heures et des heures, mais je pense que si je dois le faire, si je dois redire des détails sur les structures, je le ferai dans d'autres vidéos, sur d'autres concepts peut-être un petit peu plus avancés. Même si là, honnêtement, on a couvert les choses les plus importantes, à mon avis. On va dire un bon 80, allez, un 80% des cas. Sur lesquels vous allez tomber. Après, il y a toujours plus à dire, hein. Mais je pense que ça va bien vous aider. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à suivre la chaîne si vous voulez voir d'autres contenus en C, même si sur cette chaîne on fait particulièrement de la sécurité informatique, mais si ça vous intéresse, bah, bienvenue dans l'aventure et je vous dis à bientôt.